Bonsoir à toutes et à tous. J'ai la chance d'animer la dernière table ronde par un échange qu'on a mis en place avec Yanis Roder. Je rappelle quand même qui est Yanis Roder, vous le connaissez tous, mais il est professeur agrégé d'histoire. Il enseigne en réseau d'éducation prioritaire. Il est directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et il a publié en mars de cette année un ouvrage qui s'intitule « Préserver la laïcité » avec deux co-auteurs, Alain Sexig et Milan Sen. Et vous êtes aussi au Conseil des sages de la laïcité et de l'éducation nationale. Alors, préserver la laïcité, trois grands thèmes, retracer l'histoire de la problématique des signes religieux à l'école, détailler les travaux de la commission Stasi et décrire les effets de la loi et les impacts. Alors, grâce à vous, nous allons pouvoir mieux comprendre quelle est cette loi. Elle a été promulguée et qu'est-ce qui s'est passé en 1989 pour que 15 ans plus tard, il y ait cette loi? Alors, est-ce que ça fonctionne là? Oui. Est-ce que cette loi, en fait, si je reprends votre question, est-ce que cette loi est la conséquence directe de ce qui se passe en 1989? Oui, bien sûr, mais pas uniquement. Et alors, qu'est-ce qui se passe en 1989, septembre 1989? Je pense que tous les gens qui sont là s'en souviennent, mais je me permets très rapidement de planter le décor, si je peux le dire comme ça. À la rentrée de septembre 1989, dans un collège de l'Oise, sur le plateau de Creil, collège Gabriel Avez, trois jeunes filles se présentent avec ce qu'on appelle à l'époque un tchador. Et Parlez bien. Voilà. Comme ça. Ouais, mais ah oui, j'avais fait ça comme pour mon dernier concert. Et donc, je disais donc à la rentrée de septembre 2004, de 1989, sur le plateau de Creil, au collège Gabriel Avez, trois jeunes filles se présentent avec ce qu'on appelle à l'époque un tchador. C'est bien plus tard qu'on va fixer le vocabulaire et qu'on parlera de voile, voie de hijab, si on le dit en arabe. L'équipe enseignante, dans sa très grande majorité, soutenue par le chef d'établissement, refuse d'accueillir ces jeunes filles. C'est la naissance, parce que très vite, très rapidement, la presse locale s'en empare, et puis la presse nationale, c'est la naissance de ce qu'on va appeler l'affaire de Creil, c'est-à-dire le questionnement autour du port de ce, entre guillemets, tchador à l'école. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que le principe de laïcité est remis en cause par le port de ce vêtement à connotation religieuse? Alors, ce qui est intéressant, et dans les recherches qu'on a pu faire pour écrire le livre « Préserver la laïcité » sur les 20 ans de la loi de 2004, on s'est rendu compte que l'affaire de Creil n'est pas la première affaire de foulard. Il y en a une en 1985 à Créteil, qui a été réglée très rapidement et de manière très efficace par Jean-Pierre Chevènement, le ministre à l'époque. Et on a trouvé dans les archives que dès la fin des années 70, il y avait des ports de signes religieux de ce type-là, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le voile, dans des établissements scolaires, mais que voilà, on était dans le flou complet, voire dans le silence total. Et donc, à partir de l'affaire de Creil, naît un débat. Est-ce qu'on doit ou pas accueillir les jeunes filles portant ce type de signes qu'on appelle à l'époque, qu'on commence à appeler ostentatoires? Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans le camp politique qui porte traditionnellement, historiquement la laïcité, on a une division qui se fait, et une division très claire. La division, elle est entre les tenants de la ligne portée par le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, qui a une position qui est la suivante. Je ne suis pas pour le port de signes manifestant une appartenance religieuse à l'école, mais l'école de la République ne doit pas exclure. Et donc, il faut dire aux élèves que, il le dit comme ça dans une interview, j'en ai mémoire, dans une interview au Nouvel Obs, interview faite par la journaliste à l'époque, Elisabeth Chemla, où il explique très tranquillement que non, il ne faut pas, il faut expliquer aux élèves que voilà, ça pose problème,
mais s'ils ne veulent pas le retirer, il faut les accueillir quand même. Voilà. Cette position, elle est contredite par d'autres socialistes et d'autres ministres, comme Jean Poprennes, par exemple, qui, à l'époque de mémoire, est le ministre des Relations avec le Parlement, qui dit non, l'école de la République, c'est une école de l'intégration. Alors, si vous voulez intégrer, il faut que tous les élèves aient les capacités de s'intégrer et puissent se dégager, alors il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, puissent se dégager de leurs appartenances premières pour que nous, ensemble, fassions nation. Et vous savez, à l'époque, Jean Poprennes dit même que si on ne fait pas cela et si on ne prend pas en compte cette question-là, nous irons vers une libanisation de la société française. Jérôme Fourquet, aujourd'hui, parle d'archipélisation. Donc 35 ans plus tard. Donc on a ce débat qui naît au sein du Parti socialiste, qui traditionnellement, vraiment, c'est cette gauche social-démocrate qui porte en elle la question laïque, et qui l'a toujours portée. Division qu'on va retrouver dans le syndicalisme enseignant et finalement dans toute la gauche. Dans toute la gauche, avec cette vision portée par cette partie défendue, amenée par Lionel Jospin, qui dit que l'école va faire son travail. Il n'y a pas, si vous voulez, d'entreprise de déstabilisation de la France. Il n'y a pas de poussée islamiste en France. Et en gros, c'est ce qu'il dit. Il le dit comme ça. Il dit oui, il y a peut-être des pères tout-puissants qui veulent mettre la pression sur leurs filles, mais enfin, ce n'est pas le modèle que l'on trouve chez la plupart des musulmans de France. Voilà ce qu'il dit. Et une association comme SOS Racisme, très confiante dans la nature émancipatrice de l'école, dit après l'école, le djinn remplacera le tchador. Voilà. Et donc on est dans cette vision un peu, très optimiste portée par cette partie de la gauche qui va faire école en fait, parce que les termes du débat qu'on a aujourd'hui, encore aujourd'hui, sont déjà fixés en fait à l'époque. C'est à l'époque qu'on fixe les termes du débat. Chacun, venez comme vous êtes, et puis l'école fera son travail et tout le monde s'émancipera. Et de l'autre côté, non, l'école doit marquer sa différence avec la rue, doit marquer sa différence avec l'ensemble de la société pour que les enfants de France puissent se dégager des déterminismes qui sont les leurs, en tout cas qu'ils en aient la possibilité. Alors, tout cela se met en place. Décembre 89, le Conseil d'État rend un avis que tout le monde connaît et qui dit qu'on a le droit d'aller à l'école avec le signe extérieur d'appartenance religieuse que l'on souhaite, à partir du moment où on ne remet pas en cause les enseignements, etc. etc. Évidemment, le problème, c'est que ça fait reposer sur les chefs d'établissement les prises de décision au regard des conduites des élèves concernés, que les chefs d'établissement se sont mis également de fait sous pression, et donc la question est posée progressivement de savoir s'il faut légiférer. En 1994, un ministre de l'Éducation nationale est nommé. Il est aujourd'hui Premier ministre, depuis hier, François Bayrou, qui décide à la rentrée de septembre de promulguer une circulaire Bayrou, parce que il y a à peu près à l'époque, selon le ministère de l'Éducation nationale, à peu près 3000 jeunes filles qui portent un voile. Et là, on commence à parler de voile. À ce moment-là, dans la presse, c'est très clair, on parle de voile, on a cessé de parler de foulard ou de tchador. 3000 jeunes filles qui portent le voile. Et donc, François Bayrou décide de promulguer une circulaire qui interdit le port de signes ostentatoires au sein de l'école. Si on remet, voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est laissé à l'appréciation des chefs d'établissement qui devront établir si c'est un signe prosélyte ou pas, s'il y a pression ou pas, etc., etc. Bon. Ça fonctionne plutôt pas mal, puisque le ministère dit qu'en décembre 1994, on est descendu à 400 signes. Voilà, 400 voiles. Et puis, le temps passe. En réalité, ce qu'on a trouvé, nous, dans les archives et dans la presse à l'époque, c'est qu'il y a des chefs d'établissement qui intègrent la circulaire dans le règlement intérieur, et puis d'autres qui ne le font pas. Qui ne le font pas tout simplement parce que dans certains quartiers, ça commence à devenir compliqué.
ça commence à devenir difficile de faire respecter la circulaire, et puis surtout de juger si c'est prosélyte, pas prosélyte, s'il y a pression, pas pression, est-ce qu'il y a discrimination, pas discrimination. La question discriminatoire est très importante dans la circulaire, notamment discrimination homme-femme, hein, est très importante dans la circulaire Bayrou. Mais voilà, ça laisse quand même un flou. Ça laisse quand même un flou. Et c'est donc, pour terminer, parce que je sais que vous avez d'autres questions, pour terminer, en fait, en réalité, si la circulaire Bayrou a dans un premier temps fonctionné, le problème se repose assez rapidement. Assez rapidement. Et le principal problème, il est que ce sont les chefs d'établissement, principalement des proviseurs, mais également des principaux de collège, qui se retrouvent en première ligne et qui doivent, eux, prendre les décisions. Et comme j'ai en mémoire les propos d'un chef d'établissement à l'époque, qui dit, voilà, nous faisons le travail, ce n'est pas le rectorat qui le fait. Et donc, ça repose sur les épaules des chefs d'établissement, avec les difficultés que cela implique, avec les conflits que cela peut entraîner, avec les jeunes, mais aussi avec leurs familles, qui parfois les soutiennent, jusqu'au conseil de discipline, avec des associations qui commencent à épauler la jeunesse et qui fournissent parfois des avocats pour les conseils de discipline. Donc, on est dans cette situation-là au début des années 2000. Et donc, très clairement, bien sûr que c'est l'affaire de Creil qui est le point de départ, si vous voulez, de cette question, mais en même temps, l'affaire de Creil n'est que le révélateur de quelque chose qui était en marche. Et alors, à quel moment sont lancés les travaux qui donneront le rapport Stasi? Alors, en 2003, le président de la République... Alors d'abord, il y a une mission parlementaire qui est dirigée par je cherche le nom du fils de Michel Debré. Oui, c'est ça, Jean-Louis. Jean-Louis Debré. Donc, c'est terrible, on se souvient du papa, du grand-père, de l'arrière-grand-père, mais lui, on s'en souvient pas. Donc Jean-Louis Debré qui dirige une mission parlementaire justement sur cette question-là. Parallèlement, le président de la République, entre autres parce que Barouin réfléchit aussi sur ces questions, lance l'idée d'une commission de réflexion, sur le principe de laïcité et sur son application à l'école. Il faut savoir qu'en 2002, alors que c'était Jack Lang qui était ministre de l'Éducation nationale, il y avait déjà eu une première tentative de mise en place d'un comité de réflexion sur la laïcité, qui intégrait, par exemple, le philosophe Henri Pénard-Ruiz, par exemple. Cette initiative, c'était celle qui avait été approuvée par Jack Lang, c'était celle d'Alain Sexig, avec qui j'ai co-écrit ce livre. Et Alain Sexig avait eu cette idée parce que, justement, au ministère de l'Éducation nationale, remontaient des problèmes liés au port de signes extérieurs et, bien sûr, de port du voile. La commission Stasi donc, est créée en 2003. Il y a à peu près une vingtaine de membres. Et d'emblée, d'abord, la commission est très diverse. Et vous avez des gens qui sont, par exemple, très opposés à l'idée de légiférer sur cette question. Alors évidemment, Jean Bobéro, mais ça, il ne bougera pas d'un poil. Mais des gens comme Alain Touraine, par exemple, pour qui, finalement, le modèle anglo-saxon n'est pas le modèle libéral, on va dire, n'est pas un modèle qu'il faudrait balayer du revers de la main. Le côté, si vous voulez, McDo, venez comme vous êtes, voilà, pourquoi pas, après tout. Donc, c'est pas du tout une commission qui pense d'un seul homme dès le début de sa réunion, mais c'est une commission qui va largement évoluer dans sa manière d'appréhender la question. Elle va réaliser des dizaines et des dizaines d'auditions. Ces dizaines et des dizaines d'auditions, alors évidemment, vous avez les incontournables, les politiques, les intellectuels, mais vous avez surtout des auditions de personnel de terrain, chefs d'établissement, professeurs, j'en étais, acteurs de terrain, qui vont témoigner de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils ressentent aussi sur le terrain. Et puis, autre point important,
il y avait au sein de la commission Stasi une proviseure qui s'appelle Ghislaine Hudson. Et Ghislaine Hudson propose à la commission Stasi de faire travailler des classes de lycées français. Elle avait été proviseure d'un grand lycée français aux États-Unis. Donc elle avait plutôt cette culture, elle était plutôt imprégnée de culture nord-américaine qui tient compte de la sensibilité de chacun en accord avec la culture politique nord-américaine. Et donc elle propose que des lycées français, des classes de lycées français de l'étranger travaillent en binôme avec des classes de lycées français en France sur cette question. Et donc, les élèves, avec leurs profs, vont échanger, travailler sur des dossiers documentaires, vont réfléchir sur cette question, faut-il ou peut-on porter un signe religieux à l'école? Ces élèves, ils sont un peu plus de 200, se retrouvent, en tout cas ils sont 200 à se retrouver, de mémoire le 5 décembre 2003 au Sénat, pour la restitution de leurs travaux. Et dans le cadre de la restitution de leurs travaux, ces élèves disent des choses très intéressantes. Et j'avais noté des phrases, mais alors comme j'écris comme un médecin, c'est terrible. Hein. Là, je ne retrouve rien. Oui, ça y est, je l'ai. Alors, par exemple, une élève de Tunis, lycée français de Tunis, dit que porter un signe religieux à l'école, cela crée des clans entre filles voilées et non voilées, entre purs et impurs. L'argument féministe revient souvent dans la bouche des jeunes, et notamment cette jeune fille qui dit « Il n'y a que les femmes qui cachent leur corps ». Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout de quelques semaines, les 9/10 des élèves de ces classes de lycée français de l'étranger et de lycée de France, les 9/10 sont d'accord avec l'idée de légiférer pour interdire le port de signes manifestant une appartenance religieuse à l'école. Voilà. Alors, on sait qu'aujourd'hui, hein, si on interroge les jeunes, on est loin de ces 9/10. Mais en même temps, il n'est pas évident qu'au départ de la réflexion et du travail qui avait été effectué par leurs professeurs, avec leurs professeurs, ces élèves aient été d'accord avec le fait de légiférer. De la même manière que les membres de la commission Stasi n'étaient pas tous d'accord au départ pour légiférer. Et que ce sont à la fois c'est le travail de ces jeunes, sur l'idée, encore je le répète, de Ghislaine Hudson, mais aussi toutes les auditions qui ont fait basculer la commission, qui, à 19 voix sur 20, vote pour proposer au président de la République de faire voter une loi. Il y a eu une abstention. Tout le monde sait qui c'est. Donc, le politique de l'époque décide de retenir exclusivement l'interdiction des signes religieux à l'école. Il y a un rapport Aubin qui a été un peu plus loin, qui va aussi parler des comportements en classe, des remises en cause historiques, des relations filles-garçons, mais aussi le renoncement de certains cours, éducation physique et autres. D'après vous, est-ce que ça aurait été le moment d'aller plus loin, compte tenu de ce que l'on vit encore aujourd'hui dans nos écoles? Alors, vous savez, moi, je suis historien. C'est difficile de réfléchir a posteriori. Je vais dire sur ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire quand on ne connaît pas la suite de l'histoire. Donc, si vous me permettez de resituer le contexte, octobre 2002, parution d'un petit bouquin qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». Direction Emmanuel Brenner, Georges Bensoussan, qui écrit sous pseudo. C'est intéressant qu'il écrive sous pseudo à l'époque. Ça en dit long déjà sur la méfiance que cet historien, ce très bon historien de l'histoire de la Shoah, des impressions qui sont les siennes, des sentiments qui sont les siens. Une douzaine, je crois, de mémoires de profs témoignent, c'est pas un livre scientifique, c'est un livre de témoignages, qui témoignent de justement ce dont vous parlez, c'est-à-dire de la montée dans certains quartiers des grandes agglomérations françaises de discours sexistes, homophobes, antisémites
et qui s'appuient sur des considérations religieuses. C'est ça qui est important. À l'époque, je m'en souviens très très bien, la presse, la grande presse, et notamment la presse de gauche, soit ignore complètement le bouquin, complètement, soit par l'intermédiaire de quelques porte-plumes, quelques journalistes, va vilipender ces auteurs et accuser ces auteurs finalement d'être des réacs, de droite, de provoquer la chose, etc. Bon. Il y a l'Express quand même à l'époque, c'était Éric Conan qui fait publier Les Bonnes Feuilles. Mais je me souviens, alors, pourquoi je m'en souviens parfaitement? Parce que je faisais partie de ces profs qui ont participé à ce bouquin. Et je me souviens très bien que quand on a préparé le livre, on se disait, ça va faire une bombe énorme. Ça n'a rien fait du tout. Et même pas une bombinette, je veux dire, même pas un pétard. Hein. Donc, et je vous assure que j'étais extrêmement surpris. Et qu'il m'a fallu, moi, des mois et des mois, pour accepter l'idée, j'étais un peu naïf peut-être, quoique j'en sais rien, mais pour accepter l'idée que finalement, la question qui était la principale question posée, la question de l'antisémitisme, eh bien, les réactions étaient à géométrie variable à partir du moment où la source émettrice changeait. C'est-à-dire que tout le monde s'était levé d'un seul homme en 1990. Carpentras, c'est quoi? 90, l'affaire de Carpentras 90, je crois. Hein. Je ne sais plus exactement. Tout le monde s'était levé d'un seul homme, 200 000 personnes dans les rues, le président de la République, etc. À l'époque, il y a les présidents de la République qui défilaient contre l'antisémitisme. Donc, à l'époque. Donc, 14 ans, 12 ans plus tard, face à littéralement cette explosion de l'antisémitisme, parce que c'était très, très virulent dans les propos, je m'en souviens très bien, silence radio de la gauche, en fait. Mais silence radio. Je me souviens très bien, je pourrais vous parler de mes réunions politiques, de mes réunions syndicales ou mes réunions politiques, parce que j'étais un militant, je suis toujours d'ailleurs un militant politique, où on m'a dit en réunion syndicale, dans mon syndicat, où j'ai soulevé la question de l'antisémitisme, où on m'a dit « Mais quel antisémitisme? Nos élèves ne sont pas antisémites. » Donc la collègue devait avoir un médicament particulier et un remède miracle. Mais enfin, je vous dis ça, mais je me permets de le dire aujourd'hui. Mon syndicat, le SNES, premier syndicat du secondaire, syndicat national de l'enseignement secondaire, il y a quelques mois, m'appelle en me disant, et vous voyez que les choses n'ont pas tellement changé, m'appelle en me disant, écoute Yanis, on te propose un débat dans l'US c'est le grand journal du SNES, l'Union syndicale, sur l'antisémitisme. J'ai failli tomber de ma chaise, je me dis, qu'est-ce qui leur arrive? Et on te propose le débat contre Alain Policard. Alors, oui, mais c'est pas grave. Je connais Alain, j'ai pas de problème avec lui, on n'est pas d'accord du tout, mais moi je suis prêt à parler, c'est pas un problème. Sauf que 3 jours avant le débat, on m'appelle et on me dit, écoute Yanis, en fait il n'y aura pas de débat parce que le bureau national considère qu'on ne peut pas traiter ce sujet. On est en 2024. Hein. Donc le SNES, principal syndicat de l'enseignement du secondaire, ne veut pas traiter de la question de l'antisémitisme à l'école en sachant ce qu'il se passe aujourd'hui. Vous voyez que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Alors, je termine. En 2004, donc, Jean-Pierre Aubin, inspecteur général de l'Éducation nationale, parce qu'il entend des choses, il a pris aussi connaissance des territoires perdus de la République, il entend des choses en tant qu'inspecteur général, eh bien, mène une enquête avec d'autres acteurs de l'éducation. Il fait ce rapport, le rapport Aubin, qu'il remet au ministre de l'Éducation nationale, François Fillon. François Fillon lit le rapport et met le rapport dans un tiroir. Évidemment, il ne faut pas choquer, il ne faut pas stigmatiser, etc., etc. Et donc, rien, mais quand je dis rien n'est entrepris à l'époque pour mettre un frein à ce qui est en train de monter. Alors moi, j'ai beaucoup de questions déjà, mais je préférerais que la salle, je vois qu'il y a des réactions, je préférerais qu'avec Véronique, on fasse passer le micro pour que Yanis puisse répondre.
Merci. Merci de votre exposé. Mais on peut se poser la question de savoir si, en fait, l'antisémitisme qui prolifère à vive allure et la conséquence directe n'est pas que les enfants les enfants juifs doivent quitter l'école laïque. Et ça, est-ce que ce n'est pas dramatique? Est-ce que ce n'est pas un échec cuisant pour la République? Alors, en fait, madame, vous posez la question, mais vous connaissez la réponse. Et c'est parce que vous connaissez la réponse que vous posez la question. Donc, voilà, évidemment que c'est un échec patent. Mais c'est un échec, c'est un énorme échec. C'est même une faillite, en fait, de mon point de vue. C'est une faillite parce que l'école de la République, d'abord, ait mis tant de temps à accepter le réel tel qu'il est. Mais je vais vous dire pourquoi elle a mis tant de temps à accepter le réel tel qu'il est. Nous avons au sein de l'éducation nationale, et je le dis mais sans problème, des collègues, et certains sont montés très haut en grade, qui très tôt nous ont dit ce dont vous parlez, cela n'existe pas. Qui se sont adressés à la presse, trop contente, une certaine presse, d'entendre un contrepoint à ce que nous disions, et qui disaient « mais non, tout ça, mais non, regardez, il y a des territoires vivants de la République, il se passe des choses formidables dans cette République et dans cette école de la République ». Donc, ces collègues ont empêché la prise de conscience générale de la situation. Ils ont déformé le réel à des fins idéologiques, et parce que leur idéologie ne leur permettait pas de voir le réel. Donc, ils ont favorisé le départ des enfants juifs de l'école publique. C'est très difficile de chiffrer cela. Mais vous savez, on a des indices. Par exemple, vous savez très bien que depuis une quinzaine d'années maintenant, l'ALIA française, c'est-à-dire le départ des Français juifs pour Israël, a augmenté. Et on estime à 40-50 000 le nombre de Français qui sont partis, qui ont quitté la France pour Israël. Je ne sais pas combien sont partis en Amérique du Nord, au Canada notamment. Et dans le même temps, l'enseignement confessionnel juif a vu augmenter ses effectifs. Donc ça ne trompe pas. Les enfants juifs ont quitté très largement l'école publique. La question à laquelle on ne saurait répondre de manière scientifique, j'entends, c'est pour quelle raison? S'agit-il d'un regain du religieux ou s'agit-il d'une fuite pour éviter les agressions? Je vais vous donner moi ma réponse. Beaucoup de ces enfants, enfin certains de ces enfants, notamment en Seine-Saint-Denis, ont quitté l'école publique pour se réfugier très clairement dans l'école confessionnelle catholique. Eh bien aujourd'hui, ils sont en train de quitter l'école confessionnelle catholique parce qu'ils sont agressés aussi dans l'école confessionnelle catholique. Donc voilà la réalité. Donc aussi bien dans l'école catholique aujourd'hui que dans l'école publique, personne ne semble capable de protéger les enfants français juifs des agressions antisémites de leurs petits camarades. Oui, je voudrais apporter un petit témoignage. En fin de compte, les divergences sur la laïcité commencent, disons, un peu plus tôt, lors de la loi d'orientation de 1989, du 14 juillet 1989. Et Jospin refuse là de mettre dans la loi et même dans la déclaration de principe le principe de laïcité, qui est fondamental, qui est attaché à l'école, et donc il refuse. Il refuse parce que, dit-il, je l'ai écrit d'ailleurs dans un bouquin, parce que j'étais témoin lors de cette rencontre en tant que syndicaliste avec le secrétaire général de la FEN. Il refuse parce qu'il dit on ne va pas relancer la guerre scolaire. Et en réalité, disons que l'affaire de Creil, c'est aussi l'affaire de la loi d'orientation, des divergences entre, tu cites tout à l'heure Popren, il y avait d'un côté Popren et Fabius, de l'autre côté Jospin, et tout ceci aussi va se traduire par des divergences sur cette question-là lors du congrès de Rennes en mars 1990.
Là aussi, j'ai été témoin d'un certain nombre de choses. Je crois qu'en fin de compte, aujourd'hui, on abandonne la question institutionnelle du dualisme scolaire et la laïcité ne sert plus qu'à... C'est pour ça que certaines organisations d'extrême droite ou d'extrême gauche n'évoquent que la question de la laïcité pour ou contre telle ou telle religion, en fin de compte, parce qu'on a oublié la question fondamentale du dualisme scolaire institutionnel. Une dernière question. Une ou deux questions, allez, au fond. Et à droite, Véronique. Il y a 3 questions. Oui, je voulais prendre la parole. Alors, c'était aussi pour un témoignage, mais qui rejoint un petit peu tout ce qui s'est dit, aujourd'hui. Je milite pour la LICRA à Lyon et nous faisons des interventions scolaires donc dans les écoles, collèges, lycées, à la demande des professeurs qui nous appellent soit parce que, oui, soit parce que parce qu'ils n'ont pas la formation, soit parce qu'ils ne se sentent pas de le faire vis-à-vis d'enfants qui ne les écoutent pas forcément. Enfin bon, donc on fait le taf, mais il y a beaucoup de demandes et à un moment donné, on ne pourra peut-être plus toujours le faire, quoi, parce qu'on n'est que des bénévoles. Effectivement, irruption du fait religieux, même dans des écoles, des petites classes. Moi, j'ai vu des CE2. Donc, c'est pas très grand et ça commence. Aussi, j'ai été dans un lycée privé catholique faire cette semaine et pareil, on nous a confirmé qu'il n'y avait plus d'enfants juifs, d'étudiants juifs, ou juste une qui ne le dit pas parce que bon, peut-être que ça se voit pas, j'en sais rien. Enfin voilà. Donc non, mais je dis ça parce que c'est voilà. Donc voilà ce qu'on voit au jour le jour sur le terrain. Voilà. Véronique, d'abord le monsieur. Merci beaucoup pour la clarté et la pertinence de vos propos. Je ne peux que recommander la lecture de votre livre qui est véritablement éclairant. Faisons un rêve. Alors, je sais que votre téléphone est fermé, mais le nouveau locataire de Matignon est en train de vous appeler et vous propose le poste de l'Éducation nationale, à condition que vous avez 3 mesures fortes à proposer. Quelles seraient ces mesures? C'est difficile quand même comme question parce que... Alors, ce qui me rassure, c'est qu'il ne m'appellera pas. Vous voyez, donc je suis tranquille. Mais vous savez, moi, ce que je pense aujourd'hui, alors, je pense d'abord à une première chose. La première chose, c'est que le rôle de l'école de la République, c'est de construire la nation de demain et de construire la République en permanence. Comment peut-on construire la République avec une école qui, de plus en plus, fracture, ou plutôt est le reflet des fractures sociales de notre pays. C'est-à-dire où vous avez des établissements scolaires qui sont des ghettos de riches, et des établissements scolaires qui sont des ghettos de pauvres. En sachant que dans les ghettos de pauvres, vous avez majoritairement dans les agglomérations, mais en dehors des agglomérations, c'est un autre public, dans les agglomérations des enfants issus d'une immigration plus ou moins récente, et dans les établissements qui sont dans le périurbain, voire dans le presque rural, des établissements qui sont le reflet de cette population périurbaine presque rurale, je vais dire les choses très clairement, plutôt blanche. Hein, on va dire les choses comme ça pour que tout le monde comprenne ce dont je veux parler. Comment on fait pour faire République et faire nation avec des mondes qui ne se rencontrent jamais? Comment on fait dans des classes où 90% ou 95, 100% des gamins sont croyants? Où la seule altérité, c'est le prof, qui ne peut pas dire s'il croit ou il ne croit pas, hein, mais qui va proposer des choses en disant, voilà, il y a des gens qui ne croient pas. Ben, il y a les élèves qui vous disent, mais c'est pas possible ça, tout le monde croit.
Comment on fait pour que ces jeunes se confrontent les uns aux autres de manière apaisée, pas en dehors de l'école, mais dans l'école? Comment on le fait? Alors, c'est très compliqué, vous savez. Pape Ndiaye avait une ambition qui était de travailler sur la mixité scolaire. Je me permets de le dire, je pense que c'était sa seule bonne idée. Mais elle était juste, cette idée. Il en a été empêché par le président de la République pour des raisons politiques, non pas de fond, mais d'alliance politique à l'Assemblée, dans le cadre d'une majorité relative qui était encore un peu moins relative qu'aujourd'hui. Et donc la question de la mixité sociale et de la mixité scolaire est une question absolument fondamentale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième chose, on ne peut pas accepter que des élèves arrivent en 6e en étant ni lecteurs, ni totalement perdus dans les opérations de base des mathématiques. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a mis en place une excellente mesure qui est de limiter à 15 dans les classes de grande section de maternelle, CP, CE1, de REP, réseau d'éducation prioritaire et réseau d'éducation prioritaire, plus les classes donc, et le nombre d'enfants. Mais le problème, c'est que les profs ne sont pas formés. C'est-à-dire que, je vais mettre les pieds dans le plat, on a eu très récemment les résultats de l'enquête Teams sur les mathématiques. Le naufrage est complet. Mais pourquoi le naufrage est-il complet? Nos élèves sont-ils plus bêtes que les élèves du Danemark ou du Portugal? Bien sûr que non. Ce sont les méthodes. Et les méthodes, elles sont portées par les enseignants. Or, les enseignants, aujourd'hui, on en manque. On ne les a pas payés, on a déprécié leur salaire sur 40 ans. Sur 40 ans. Aujourd'hui, moi, je gagne 30% de moins que ce que j'aurais gagné il y a 30 ans. 30%. C'est pas rien, 30%. Aujourd'hui, mes jeunes collègues à Saint-Denis, ils sont obligés de se loger en colocation comme des étudiants à 30 ans. Donc, quand vous n'attirez pas les meilleurs, le résultat, c'est que vous avez des élèves qui vont en pâtir. Quand vous ne mettez pas, quand vous avez des enseignants qui sont mal formés aux mathématiques, qui continuent à choisir des méthodes de lecture qui sont peu efficientes, bien que, encore une fois, Jean-Michel Blanquer ait mis en place le Conseil scientifique de l'Éducation nationale, qui a démontré scientifiquement que les méthodes globales et semi-globales étaient dramatiques pour les gosses. Mais quels enseignants ont lu ces études et qui continuent d'utiliser la méthode semi-globale notamment? Donc, voilà, il y a des questions de méthode, des questions de pédagogie, il y a un immense travail à faire là-dessus. D'autre part, et ça fait partie de cette deuxième... c'est tout un programme en fait, hein, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai un programme. Donc, d'autre part, vous savez, vous avez des élèves dans toutes les classes qui rencontrent et on le voit dès le CP, peut-être même avant, des difficultés pour rentrer dans les apprentissages. Qu'est-ce qui est fait pour ces élèves? Si on les prend dès la grande section, dès le CP, si on a comme il existait dans le cadre de ce qu'on appelait les RASED, les réseaux d'aide aux élèves en difficulté en quelque sorte, qui étaient formés de psychologues scolaires, qui étaient formés d'éducateurs spécialisés, Sarkozy les a laminés. Il fallait faire des économies. Ouais, je ne sais pas à terme si on fait vraiment des économies en fait. Je ne suis pas sûr. En revanche, si on remettait des RASED, des réseaux bien formés, avec des réseaux de psy, des réseaux d'orthophonistes, où on ferait le tri, parce qu'aujourd'hui, les orthophonistes, elles sont embouteillées, elles n'en peuvent plus, parce que l'école qui n'arrive pas à résoudre les problèmes envoie systématiquement les gosses, mais certains ne relèvent pas de l'orthophonie. Donc, ça crée des embouteillages, et les orthophonistes ne peuvent pas prendre en charge ceux qui mériteraient vraiment un traitement orthophonique. Donc là aussi, il y a une vraie réflexion à avoir. Ça, c'était donc le deuxième point. Le troisième point, il touche plus à ma discipline qui est l'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique. On se plaint aujourd'hui d'une jeunesse, enfin on se plaint, je ne sais pas si c'est on, en tout cas moi. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire on, mais
je crois que je ne suis pas tout seul à me plaindre d'une jeunesse, et peut-être vous reconnaîtrez vous, qui a du mal à penser. Tout simplement, hein, qui a du mal à penser, qui a du mal à articuler les éléments, à bien saisir les causes, les conséquences, et à mettre en perspective. Mais pourquoi? À quel moment l'école apprend-elle à penser aujourd'hui? À quel moment? Moi, j'ai un programme scolaire, un programme d'histoire, géographie, enseignement moral et civique. Si je me tiens à la réalisation de ce programme pour préparer mes élèves au brevet des collèges qui se tient au mois de juin prochain, je dois passer 4 heures sur la Première Guerre mondiale, 3 heures sur le nazisme, 3 heures sur Joseph Staline, 2 heures sur Léon Blum et le Front populaire, 5 heures sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin, qu'est-ce qu'on fait 5 heures. Vous savez, 1 heure de cours, hein, 1 heure de cours, à bord, c'est 55 minutes. Une fois que tout le monde est assis, que machin a retiré le compas de la cuisse de truc, il reste 45 minutes. Donc, il reste à peu près 45 minutes de cours effectifs. Si vous voulez faire réfléchir les élèves, si vous voulez qu'ils apprennent à penser, il faut les faire produire. Dans mes classes, produire un texte à partir de documents, à partir d'un tableau réalisé au préalable, etc. Produire un texte de 20 lignes, c'est 1 heure. 1 heure. Et j'ai 4 heures pour la Première Guerre mondiale. En fait, c'est une vaste blague. On ne peut pas faire réfléchir les élèves. Et vous savez, écrire, c'est réécrire. Quand un élève, pardon, il faudrait que j'arrête de dire gamin quand même, un élève écrit un texte, il faut le reprendre en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu l'as mal dit, là tu dois repenser ça, etc. Et lui dire maintenant tu réécris. Et je vais t'évaluer après la réécriture. Du coup, tout le monde se met à écrire. Et là, ça prend 2 heures. Donc j'ai utilisé 2 heures sur les 4 heures que j'avais pour la Première Guerre mondiale. Alors vous vous doutez bien que je fais pas ça. Je prends bien plus d'heures. Mais moi, je suis un vieux prof maintenant. Je m'en moque. Et puis, je suis bientôt ministre, alors je m'en fous. Mais montrez pas ça. Hein. C'était une blague. Donc, vous voyez, voilà les 3 mesures que je prendrais. Hein. La question de la mixité sociale et scolaire, la question des méthodes d'apprentissage dès le plus bas âge, avec la prise en charge des élèves qui rencontrent des problèmes pour rentrer dans les apprentissages, et une revisite complète des programmes pour apprendre aux élèves à penser. Moi, je pense que le téléphone va quand même sonner. Hein. Alors, monsieur, vous avez été très patient, vous avez gardé la main en l'air pendant toute l'intervention. Ce sera votre deuxième intervention, mais on va vous donner le micro. Et je pense qu'ensuite, nous conclurons cette table ronde en laissant la parole à notre conseiller. Oui. Merci pour cette deuxième fois. Juste une remarque. Quand lorsque un enseignant demande de ne pas prendre la calculatrice pour faire la terrible opération 14 divisé par 2 et qu'on le lui reproche, notamment lors d'une visite d'inspecteur, il faut peut-être aussi reposer la question sur la hiérarchie et le mammouth que dénonçait très justement Claude Allègre. En revanche, il y a une chose de l'ensemble des débats. J'ai participé la semaine dernière, j'étais au bal laïque dans le 18e. Je crois qu'il y a peut-être un sujet qui sera auquel d'ailleurs même le Grand Orient, comme la Grande Loge féminine, devrait se pencher. Nous sommes tombés de plus en plus dans une société que l'on dit être libertaire, libertarienne. Nous sommes tombés dans une société où, au nom de notre liberté individuelle, nous n'avons surtout plus envie d'avoir quelques contraintes que ce soit. Et l'éducation nationale, et notamment une certaine gauche, est largement complice de cette évolution. Je rappelle simplement que l'ultralibéralisme a été conçu par l'école de Chicago, que concernant l'enseignement, l'un des objectifs, c'est le chèque éducation mis en place pour la première fois par Pinochet au Chili. Je dois me dire en ce moment que par rapport aux socialistes qui laissent aller un certain nombre de choses, Allende doit se retourner dans sa tombe et Pinochet rire comme un petit bossu. Mais je crois que cette idée de société libéralo-libertaire, je ne veux donc plus aucune contrainte. Et quand on est dans une société où on ne veut plus aucune contrainte, c'est toujours le plus fort qui l'emporte. Et je crois que les loges,
quelle qu'elle soit, doivent un jour se poser la question et ce sera intéressant qu'il y ait des débats sur ce sujet. Merci. Merci, monsieur. Merci, Yanis.